Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter trois de mes dernières lectures. Il y a eu une très bonne lecture et deux lectures plutôt mitigées, donc je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, il y a une petite entorse à ma page de fantasy, vous allez le voir, c'est une des lectures que je vous présente après. Je vais d'abord commencer par Le Sermon de l'orage de Gabriel Katz, donc c'est le premier tome d'une saga, je ne sais pas combien il y aura de tomes. Donc c'est publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Alors pour moi c'est mon premier Gabriel Katz et je suis vraiment contente d'avoir commencé par celui-là parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. On est dans un univers de fantasy qui est classé plutôt dans le genre young adult, ce que je ne comprends pas forcément puisqu'en fait les personnages que l'on suit, donc vraiment les deux personnages principaux, ont la vingtaine et vu les événements qui se passent dans ce livre-là, personnellement, je le classerais pas vraiment en young adulte, je le classerais plutôt en adulte, mais voilà, je pense que c'est peut-être parce que bah il est pas très long, c'est voilà, c'est quelque chose d'assez aéré, assez plus facile à lire peut-être que de la fantasy adulte. Mais si jamais c'est juste parce qu'il est classé en young adulte que ça vous rebute, enfin faut pas avoir peur parce que franchement c'est vraiment pas c'est pas péjoratif de l'avoir classé là-dedans. Donc voilà. Alors pour ce qui est de l'histoire, on va suivre deux chevaliers, donc c'est Morgien et Sinon, qui sont vraiment deux jeunes chevaliers qui ont la vingtaine, comme je vous l'ai dit, et qui ont pas forcément de boulot et qui du coup vont chercher à se faire voir et essayer d'avoir un petit boulot lors d'une joute qui va être organisée. Et malheureusement, il y a énormément de chevaliers qui y participent et du coup, ils n'arrivent pas forcément à faire grand-chose contre ces chevaliers qui ont énormément d'années d'expérience. Donc voilà, ils participent mais sans plus. Et au final, il va y avoir un autre chevalier qui est devenu seigneur d'une terre en fait, qui va venir les voir et qui va leur demander si jamais ils veulent travailler pour lui. Du coup, ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vraiment fait une très bonne performance lors de la joute et tout. Du coup, ils se disent c'est quand même bizarre. Et en fait, le chevalier leur explique qu'il vient d'être seigneur et en fait, il vient d'acquérir des terres qui sont au niveau des hautes terres, je crois. C'est comme ça qu'il appelle. Enfin bref, il vient d'avoir des terres qui sont plus dans le nord en fait du royaume. Et du coup, il cherche quand même à avoir des chevaliers qui l'accompagnent pour être sur sa propriété, avoir quand même un petit niveau de sécurité aussi là-bas. Et du coup, ils sont quand même. Les deux chevaliers que l'on suit sont quand même contents parce qu'on leur propose du travail. Alors, ils vont pas forcément être payés au début, mais ils vont quand même être nourris et logés. Ce qui est déjà énorme pour des chevaliers qui viennent de commencer leur carrière. Donc, ils vont accepter et ils vont partir du coup dans les nouvelles terres que le seigneur vient d'acquérir. Et ils vont être accompagnés d'un troisième chevalier, puisque le seigneur a proposé à quelqu'un d'autre également de les accompagner. Et ce troisième, je l'ai pas aimé dès le départ. Par contre, voilà, je vous le dis. Et du coup, voilà, ils partent vers ces terres là-bas. Et en fait, quand ils commencent à arriver là-bas, ils vont déjà devoir se battre pour récupérer ses propres terres alors qu'il les a eues légalement. Mais ces terres sont à l'abandon depuis tellement d'années qu'il y a des personnes qui ont élu domicile là-bas. Et du coup, ils vont devoir se battre un petit peu pour récupérer l'endroit. Mais bon, voilà, ils vont réussir assez facilement. Et ils vont commencer à aller là-bas, sauf que c'est pas vraiment un château, c'est plus une grande tour. C'est très très délabré, il y a énormément de travaux à faire, beaucoup de choses à débarrasser. Donc c'est ce qu'ils vont faire en fait au départ. Ils vont demander l'aide des villageois. Le seigneur est assez gentil, du coup il va payer les villageois pour qu'ils viennent aider à débarrasser sa demeure, tout ça. Et donc voilà, les deux chevaliers, ils font pas forcément le travail de chevalier de base, mais ils aident pour faire les travaux, tout ça. Sauf qu'en fait, il va y avoir beaucoup de choses bizarres qui vont se passer au niveau de cette demeure. On va parler d'une malédiction, on va parler de morts inexpliquées, il y a un tombeau bizarre, il y a une ambiance vraiment qui règne au niveau de cette demeure et voilà, je vous en dis pas plus. Je crois que je vais m'arrêter là en fait au niveau du résumé. On est vraiment dans un univers de fantasy où il va y avoir des petites guéguerres entre différents seigneurs, il va y avoir voilà, des conflits d'intérêts.
tout ce qu'on peut retrouver en fantasy classique, mais c'est un livre de fantasy du coup à ambiance pour moi, vraiment à ambiance un peu horrifique. Alors ça va pas forcément vous faire flipper énormément, mais il y a une ambiance comme ça qui est installée dans le roman que je trouve super sympa et qui vous prend quand même un petit peu et je m'attendais pas forcément à ressentir vraiment ça tout au long du roman et pourtant c'est le cas. Donc franchement, l'univers de fantasy est peut-être pas forcément ouf, c'est pas l'univers de fantasy le plus innovant qui existe, mais l'histoire est intéressante, les personnages sont vraiment bien construits, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment les femmes également que l'on peut voir dans ce livre-là. Et franchement, il y a des événements qui se passent qui donnent toujours envie de savoir la suite. Il va y avoir un twist de la part de Gabriel Katz. Un twist, enfin voilà, que j'avais pas vraiment vu venir. Il fait subir des choses à ses personnages. Franchement, je trouve il a eu du culot en fait de faire ça et bah j'ai bien aimé parce que franchement ça m'a surprise. Donc ouais, c'était une très bonne lecture. Pour mon premier Gabriel Katz, je suis vraiment ravie. Ça se lit tout seul et franchement je pense que c'est un livre qui peut être bien pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy puisque c'est un livre, alors c'est une saga mais je sais pas combien de tomes il y aura. C'est quand même un livre qui fait à peu près 380 pages, c'est écrit assez grand, ça se lit tout seul. L'univers de fantasy n'est pas c'est pas un univers vraiment hyper décrit, c'est pas poussif à la lecture, ça se lit vraiment tout seul. Les personnages sont bien, c'est vraiment je pense que franchement, pour débuter la fantasy, ça peut être nickel de commencer par ça. Et en plus, c'est un auteur français, donc enfin francophone, je pense qu'il est français. Donc voilà, franchement, c'était super bien et j'ai hyper hâte de lire la suite. Alors ensuite, je vais vous parler de mes deux petites déceptions en soi. Le premier, c'est The Wicked Deep de Shea Earnshaw, donc publié chez Rajo. Donc c'est la malédiction des Swan Sisters. Je l'avais pas mis dans ma palle de fantasy pour ce mois-ci, puisqu'en fait, je me le suis procuré tout début du mois de mai. Et il me faisait tellement envie, je le voyais passer vraiment partout et du coup j'ai pas réussi à ne pas le lire. Le livre est magnifique, vous avez les en-têtes de chapitres comme ça qui sont un peu illustrés. Franchement, voilà, le livre est hyper beau et il était dans la bibliothèque qui m'appelait, du coup bon je l'ai casé entre deux lectures de fantasy. Ici, on est dans une histoire du coup plutôt fantastique où en fait il y a 2 siècles de cela, il va y avoir 3 sœurs, donc c'est Marguerite, Aurora et Hazel Swan qui sont des sœurs qui vivent dans un petit village côtier en fait, ils sont sur une île, tout ça, et en fait ils sont pas très aimés sur cette île puisqu'en fait elles ont une réputation un peu de voleuses de mari. Voilà, ce sont des femmes indépendantes et en fait au fur et à mesure elles vont être accusées de sorcellerie, elles vont être accusées voilà, que ce sont des sorcières et en fait le peuple va décider de les punir hein, comme ça se faisait il y a longtemps de ça. Et en fait, du coup, elles vont être condamnées à mort pour sorcellerie et elles vont être noyées toutes les trois, donc au large de cette île. Et depuis ce temps-là, tous les ans, à la même période, il y a ce qu'on appelle la Swan Season. Et en fait, durant cette Swan Season, c'est entre deux solstices. Et il va y avoir les sœurs prennent possession de corps de jeunes femmes pour venir se venger, donc des jeunes femmes qui habitent sur l'île, et elles viennent se venger de ce que les personnes leur ont fait subir, donc pour les avoir condamnées à mort. Et donc elles viennent et elles tuent grâce à leur charme, elles envoûtent un petit peu les hommes de l'île et en fait elles les noient. Donc tous les ans, il y a énormément de personnes qui sont retrouvées mortes dans l'eau. Et alors, les personnes de l'île y croient plus ou moins, ça dépend qui. Et en fait, beaucoup, genre les policiers, quand ils retrouvent les cadavres, il n'y a aucune marque et du coup, c'est classé comme si c'était des suicides. Donc voilà, il y a vraiment du tourisme morbide qui se passe sur cette île. Il y a beaucoup de personnes qui viennent juste pour voir s'il va y avoir des morts cette année, voir, prendre en photo les cadavres, enfin voilà, des
des trucs vraiment bizarres. Et donc nous en fait on est 200 ans plus tard et en fait on va suivre, je ne sais plus, Penny. Penny qui vient de terminer son avant-dernière année de lycée et en fait elle va accompagner une de ses amies, sa seule et unique amie d'ailleurs, à la petite fête qui est organisée pour le début de la Swan Season. Elle va plutôt être là sans forcément participer à tout ce qui est organisé pour la soirée et on va suivre un petit peu justement tout ce qui se passe en fait pendant la Swan Season. Donc je vais pas vous en dire plus parce que franchement je pense qu'il faut pas trop savoir parce qu'en fait c'est un one shot qui fait 375 pages à peu près. Alors pourquoi j'ai un avis mitigé sur ce livre là? Alors déjà l'histoire de base me tentait mais vraiment beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de lire des choses qui se passent avec des sorcières, avec des malédictions comme ça, moi ça me donnait hyper envie. Et alors pour ce côté-là, ça va, franchement j'ai pas été déçue par rapport à la malédiction ou voilà l'explication. Mais en fait, pendant les 100 premières pages, il ne se passe quasiment rien. On suit Penny et en fait, on suit un petit peu son quotidien. On voit un petit peu le début de la Swan Season. On a quelques explications en fait sur ce que c'est, sur les sœurs. Mais en fait, c'est très long. Il se passe vraiment pas grand chose. Et suivre le quotidien comme ça de Penny, je sais pas, je m'attendais à plus que ça en fait, sachant que c'est que un seul livre pour expliquer justement cette malédiction, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça très long en fait au début, et ce qui m'a assez ennuyée, en fait on a 100 premières pages qui sont très lentes pour moi, ensuite il se passe des choses, et après c'est de nouveau hyper lent, parce qu'on a une histoire d'amour qui prend une place énorme dans ce livre-là, et j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris, même en lisant la fin, j'ai pas compris pourquoi l'auteur a mis autant de place là-dedans. Je m'attendais vraiment pas à ça dans ce livre. Et ouais, c'est ce qui m'a un peu déçue quand même. Franchement, il y a vraiment que les 70-80 dernières pages qui ont réussi à vraiment à me donner envie de continuer ma lecture, à vraiment vouloir savoir vraiment comment ça allait se terminer. Mais sinon, j'ai pas réussi à bien rentrer dans l'histoire à cause de ça. J'ai trouvé que c'était très lent et qu'au final, il se passait pas grand-chose. Donc ouais, c'était intéressant de savoir tout ce qui s'était passé par rapport aux sœurs, de connaître les petits mystères qu'il y avait par rapport aux personnages et aux petits mystères qui sont mis vraiment tout au long du roman. C'était intéressant. Mais sinon, enfin, je sais pas, je m'attendais à tellement plus que ça en fait. C'est surtout ça qui m'a déçue. Je m'attendais vraiment à une grosse histoire de sorcellerie, vraiment une grosse malédiction et tout. Et en fin de compte, bah, j'ai pas eu ce que j'aurais voulu avoir. Donc voilà, la fin rattrape le niveau du livre parce que bah, j'ai quand même bien aimé voilà, le déroulement de la fin, les petites révélations, tout ça, c'était sympa. On a eu toutes les réponses à nos questions. Franchement, il n'y en a pas une qui est restée en suspens. Mais, et pareil, en fait, il y a un événement à la toute fin. C'est pas logique en fait. Il y a juste un événement où pour moi ça aurait pas dû se passer comme ça. Donc si jamais vous l'avez lu et vous voulez venir en discuter avec moi, n'hésitez pas. Vous venez me trouver sur Insta et en fait on en parle si vous voulez. Mais ouais, je suis mitigée et l'écriture de l'auteur et tout, voilà, c'était, ça se lisait tout seul, c'était fluide, tout ça, mais manque de contenu pour moi et je m'attendais à beaucoup plus de choses pour tout ce qui était sorcellerie et voilà, un peu plus de crédibilité du coup pour la fin, ça aurait été bien. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Le Prince écorché de Mark Lawrence, donc c'est le premier tome de la saga L'Empire brisé, donc publié chez Brajlon. J'étais hyper contente de lire un livre de Mark Lawrence puisque j'adore Sœur Écarlate, j'adore Sœur Grise et du coup je me suis plongée dedans. En plus c'est un livre qui est très court, il fait 370 pages par rapport à ce que Mark Lawrence a fait avec l'autre saga, c'est court, donc voilà. C'est une histoire de fantasy qui est très sombre. On va suivre Jorg qui est prince et en fait qui quand il avait
6-7 ans, je sais plus vraiment son âge. Mais quand il était très jeune, il a assisté au massacre de son frère et de sa mère. Donc ça s'est vraiment passé limite devant ses yeux. Et lui également il va être touché en fait lors de cette attaque, mais il ne va pas mourir. Et en fait, bah forcément, ça l'a perturbé à vie, quoi. Enfin, voir ça devant ses yeux, c'est horrible pour un enfant. Il va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Et en fait, il va d'autant plus avoir du mal à s'en remettre puisqu'en fait, son père, donc le roi, ne fait pas grand-chose pour venger sa femme et son fils. Puisqu'en fait, il n'est pas dans une posture hyper bien. Et du coup, si il déclare la guerre aux personnes qui ont attaqué sa femme et son fils, voilà, il peut perdre plus qu'il n'en gagne, tout ça. Et en fait, du coup, il va juste passer des accords commerciaux. Et Jorg ne va pas du tout accepter ça. Et il va faire la connaissance... c'est un enfant qui est devenu très bizarre, très glauque en fait sur les bords. Et en fait, il va visiter un peu les cachots où il y a des prisonniers, tout ça. Et en fait, il va aider un prisonnier à s'échapper. Et il va s'échapper également bah, de son propre château. Il va partir, donc quand il va avoir 6-7 ans, hein, ou un an après, je crois. Du coup, il part de son château parce qu'en fait, il n'accepte pas la décision de son père. Il le trouve vraiment ignoble de faire ça. Il trouve ça ignoble de ne pas venger sa mère et son frère. Voilà, et chose que je comprends tout à fait. Hein. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment tout de suite tout ce qu'il y a au niveau de la géopolitique, tout ça. On ne connaît pas vraiment, mais enfin voilà, si son père ne fait rien quand même pour venger ça en tant qu'enfant, c'est voilà, on comprend pas et on lui en veut et voilà, je comprends tout à fait en fait cette décision de quitter ce château. Et donc en fait, il va partir avec plusieurs personnes qu'il va donc appeler ses frères et ils vont former un petit gang en fait, voilà, une équipe tous ensemble et ils vont passer plusieurs épreuves. Alors, on va avoir plusieurs temporalités dans ce livre-là. On va suivre Jorg qui maintenant a 13-14 ans et on va le suivre durant son enfance. On va vraiment suivre l'épreuve qu'il a traversée lors du massacre de sa mère et de son frère. On va le suivre jusqu'au moment où il va quitter le château, tout ça. Donc ça, c'était hyper sympa d'avoir deux temporalités comme ça. J'aime bien en fait parce que je trouve que le récit est hyper dynamique quand il y a plusieurs temporalités et que c'est bien fait. Parce que des fois, on est vite perdu s'il y a beaucoup de temporalités différentes, mais là ça va. Je trouve que deux, ça va et c'était généralement un chapitre l'un, un chapitre l'autre et ça passait bien en fait. C'était pas quelque chose où on peut être perdu. Voilà, on suit le même personnage, on le suit juste à deux époques différentes. Voilà, on suit vraiment que le point de vue de Jorg de toute façon, donc voilà, ça passe vraiment très bien. Euh, et donc en fait à un moment on va le suivre, il a 13-14 ans et en fait son but c'est de revenir au château et il va en fait dans sa tête et la petite phrase d'accroche c'est marqué à 13 ans il est le chef d'une bande de hors-la-loi sanguinaire, il a décidé qu'à 15 ans il serait roi. Donc voilà, son but un petit peu, c'est de prendre la place de son père et de venger également sa mère et son frère. Puisqu'en fait, bah, son but quand il est parti du château, c'était d'aller venger directement sa mère et son frère, mais il va se rendre compte que bah, c'est pas si évident que ça, qu'en tant qu'enfant, il n'a pas forcément de pouvoir. Voilà, il va juste se faire tuer, point barre. Du coup, il va beaucoup apprendre en dehors du château, dans la vie vraiment de tous les jours grâce à ses frères. Et ça va forger un peu son caractère. Alors, je vais un peu m'arrêter là au niveau du résumé, mais voilà, c'est une saga de fantasy où vous pouvez retrouver énormément de créatures différentes. Et ça, j'ai bien aimé, parce qu'il y a des choses vraiment très sombres et des créatures très sombres qui apparaissent tout au long de ce roman, donc c'était vraiment sympa. Le tout, c'est que j'avais peur en fait avec ce roman-là, c'est que tous les avis mitigés que j'ai vus, c'est par rapport au fait que on n'arrive pas trop à s'attacher à Jorg et bah, au final c'est ce qui m'est un peu arrivé. Je savais clairement que ça allait être
un personnage qu'on déteste plus ou moins, mais qu'on veut savoir... voilà, on veut connaître en fait tout ce qu'il va faire, on veut connaître s'il arrive à se venger ou pas. Mais je sais pas, en fait, je suis toujours restée en retrait par rapport au personnage de Jorg, comparé à ma lecture de Sœur Écarlate où j'ai accroché directement au personnage de Nona. Je me suis intéressée à toutes les sœurs qu'il y avait dans le couvent et tout, et j'étais vraiment attachée à tous les personnages. Et là, un peu moins. Donc c'est ce qui m'a gênée un petit peu dans ma lecture. Mais franchement, c'est même pas le... Enfin, il n'y a pas vraiment autre chose, c'est juste que je suis tellement restée en retrait par rapport au personnage que bah, j'arrive pas à me mettre totalement dans ma lecture et du coup c'est compliqué d'avoir peur en même temps que le personnage, d'appréhender quelque chose ou autre et j'aime bien ressentir ça lors de mes lectures et du coup ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je pense que c'est très personnel parce qu'en fait c'est vraiment soit vous arrivez à vous attacher au personnage et du coup vous êtes vraiment enfin je sais pas, vous avez une vision assez immersive de l'histoire et tout et soit bah comme moi vous restez en retrait et voilà, l'histoire était sympa et tout, j'ai bien aimé voir le déroulement et tout, mais voilà, j'ai pas réussi à m'accrocher vraiment au personnage de Jorg. J'ai le deuxième tome dans ma palle, donc je lirai la suite parce que bah, le récit était intéressant, l'univers de fantasy était intéressant. Donc je lirai la suite avec plaisir et je verrai en fait en fonction de ce deuxième tome si j'arrive à plus m'accrocher au personnage de Jorg ou pas pour voir si jamais je m'achète le troisième et dernier tome de cette trilogie. Mais voilà, je tenterai quand même son autre trilogie également, donc c'est... La Reine Rouge, je crois, je sais plus. Enfin, une autre trilogie que j'ai pas encore lue, parce que bah, Mark Lawrence, enfin, j'aime beaucoup sa plume, mais là, c'est vrai que j'ai vachement ressenti le fait que ce soit un de ses premiers romans qu'il a écrit, comparé à Sœur Écarlate, où enfin, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une profondeur dans l'écriture, c'était très fluide et personnellement, je lisais ça tout seul et là, beaucoup moins. Donc voilà, il y a vraiment une amélioration dans l'écriture de Mark Lawrence et ça se voit vraiment, surtout quand vous commencez par la dernière série qu'il a écrite, donc avant de lire celui-là. Mais c'est pas grave parce que bah franchement, je suis contente quand même d'avoir lu, d'avoir tenté et je lirai le deuxième tome et je verrai. Et si jamais j'aime bien, je m'achèterai le troisième tome pour voir la fin, enfin la conclusion de cette trilogie. Sinon, bah c'est pas très grave, hein, je m'arrêterai pas de découvrir ce que l'auteur peut faire parce que j'aime beaucoup l'évolution bah, de son écriture et de ses avis comme ça, de ses idées en fantasy. Donc voilà un petit peu pour ce livre-là. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur si jamais vous avez lu un de ces livres-là. Je sais que beaucoup de personnes ont adoré The Wicked Deep et je suis triste en fait de ne pas avoir accroché et de pas avoir eu un coup de cœur limite parce que beaucoup de personnes ont eu un coup de cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis si jamais vous l'avez lu, parce que c'est vraiment, enfin c'est limite une plus grosse déception que Le Prince Écorché, parce que Prince Écorché, j'ai bien aimé l'histoire, tout ça, c'était juste, voilà, je n'ai pas réussi à m'accrocher au personnage, mais pour The Wicked Deep, ouais, j'ai plus le sentiment d'être déçue que pour Le Prince Écorché. Donc voilà. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.